Bonjour Ramon. On se rencontre aujourd'hui pour un premier informel. Oui. Donc, je te laisse poser des questions que je n'ai pas vues Mmh. volontairement, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il s'agit de se brancher sur les informations réelles. Alors, toujours pareil, les informations réelles peuvent être colorées par la personnalité ou par notre éducation, etc., etc. Donc, il n'y a rien à prendre au premier degré, mais plutôt de voir ce qui résonne avec. D'accord? Mais Oui. toujours le même principe. Voilà. Je te laisse poser ta première question si tu veux, à moins que tu aies quelque chose à dire. Eh bien, c'est vrai que lorsqu'on a parlé des informels, on écoute beaucoup de choses et on a envie de poser plein de questions. Mais à un moment donné, il arrive, le blackout, le silence dans la tête et quelques mots-clés qui résonnent. Alors, je vais déjà te donner les quelques mots-clés qui ont résonné pour moi et j'aimerais, voilà, qu'on en parle tous les 2, qu'on puisse peut-être transmettre aussi. Donc les mots-clés sont impression, ressenti, pensée et autonomie. D'accord. Bien. Pour, pour toi, la différence entre impression et ressenti. Alors, on va dire que l'impression, c'est le côté masculin du mental. L'impression va, le ressenti va plutôt se baser sur le corps émotionnel. Donc, on est déjà dans le vif du sujet. Il y a une façon yang et une façon yin de percevoir la réalité. Sachant que les deux vont ensemble. On peut avoir une impression ou un ressenti. Ce sera le mode de perception qu'on va privilégier, qui va faire que, ben, on aura plutôt telle approche ou tel angle de vue, ou angle de perception hein, aussi. Donc le ressenti, ça va être une perception plus, pour moi, corps émotionnel. Et l'impression, ça s'adresse beaucoup plus au corps mental. Mais les deux vont de pair, toujours. Ça ne veut pas dire lorsqu'on ne conscientise pas un ressenti, que ce ressenti n'est pas là. C'est que tout simplement, il n'est pas conscientisé. Mais le mouvement énergétique va passer dans tous les corps. Pas seulement d'ailleurs dans le corps mental ou le corps émotionnel, il va passer dans le corps physique également, dans le corps vital, puisque nous savons tous que le corps vital peut être entraîné à baisser ses vibrations parce qu'il a un ressenti ou une impression. Il va entraîner automatiquement une défaillance au niveau du corps physique si cette énergie n'est pas boostante. C'est juste une histoire de cohérence. Ok. Et lorsqu'on a donc une impression personnelle et l'impression qui est sociétale, parce que une impression, elle peut être pour soi et c'est une vérité, mais lorsqu'il y a plusieurs impressions et qui donnent après des schémas au niveau de la société, tu vois où est-ce que je veux en venir? Pas tout à fait, mais bon, je vais tâcher de capter cette Alors, onde. je vais aller un peu plus dans peut-être la subtilité, mais actuellement, nous vivons dans une conjoncture qui nous pousse à nous poser des questions et nous poser peut-être les bonnes questions. Ce qu'il y a, c'est qu'on a énormément de pensées qui nous traversent. Et nous avons ces impressions qui peut-être sont personnelles, mais qui ont quand même des schémas de notre famille transgénérationnelle, les schémas de ce qui se passe au niveau de notre société, de ce qu'on perçoit. Et donc, comment peut-on savoir finalement quelle est la bonne impression? C'est une très bonne question, ça. L'idéal, c'est de voir les choses de la façon suivante.
c'est que ce sont des mouvements énergétiques, des mouvements vibratoires. Nous sommes dans le monde de la forme, donc les pensées sont des formes qui ne sont pas toujours alignées à ce que nous ressentons en notre essence. La communication peut venir de l'esprit, notre esprit directeur ou de notre esprit qui va nous confronter à plusieurs niveaux. Les impressions sociétales sont des impressions de construction mentale collective. Je parle volontairement de construction mentale. Le mental perceptif, lorsqu'il reçoit quelque chose, le cerveau comparateur va toujours tenter de le raccrocher à quelque chose pour lui donner une cohérence. Cette cohérence, la plupart du temps, est très bien pour maintenir une psyché, une psychologie, sinon on diviserait tous, hein. Mais d'un autre côté, c'est aussi un côté limitant, puisque une idée nouvelle va se frayer un chemin. À l'heure actuelle, la société est soumise à je dirais presque un bombardement photonique d'énergie auquel elle n'est pas habituée, auquel son éducation ne l'a pas habituée, auquel son transgénérationnel ne l'a pas habituée. Donc ça peut être très déstabilisant, très confrontant aussi, mais d'un autre côté, ça donne le germe du nouveau. Donc après, tout dépend de notre volonté à nous de nous rallier à quelque chose qui est plus espritique, plutôt qu'une construction sociétale, même si cette construction a été nécessaire jusqu'à maintenant. Durant toute l'évolution, il ne s'agit pas de jeter l'eau du bain avec le bébé, hein. Mmh. Donc toutes ces institutions, tout ce que nous avons construit collectivement, a sa raison d'être à l'heure actuelle. Elle est simplement demandée à être revisitée. Est-ce que nous voulons continuer sous cette forme de société, sous cette forme de vivre ensemble? Parce que, OK, nous sommes individualisés, en tous les cas espritiquement, la plupart d'entre nous sont individualisés, mais d'un autre côté, cette individualité est issue je dirais, d'une évolution de l'humanité 1.0 qui, elle, était extrêmement connectée à l'esprit de la nature, toutes sortes d'esprits, mais qui, d'un autre côté, n'était pas individualisé. Donc ça a donné effectivement lieu à, je dirais, des diffractions, soyons clairs, ça a donné des diffractions, parce que quelque part, le but de tout individu est justement de s'individualiser. Ça fait partie, en fait, de l'enjeu de la dualité. C'est un enjeu. Cet enjeu a été joué d'une certaine manière durant l'évolution. On passe à une autre phase, c'est ni bien ni mal, c'est, je dirais, un chemin tout simplement évolutif, parce que même dans l'évolution, il y a une évolution, hein, Mmh. et que, ben, je dirais que c'est un chemin nécessaire, de façon à ce que ce corps mental, notre corps mental, puisse devenir ce qu'il a toujours été censé être, c'est-à-dire une interface entre ciel et terre. Un corps mental constitué convenablement, je dirais, qui ne se base plus sur le perceptif, donc le réflectif. Là, je parle du mental cognitif. Mmh. Tu sais bien que je n'aime pas beaucoup parler du mental inférieur, Oui, tout à fait. puisque pour moi, le corps mental est une entité à part entière, c'est un corps complet. Mmh. C'est un peu comme si on disait, ben, il n'y a que la tête dans un corps. Non, non, il y a des organes, quelque chose de physique là-dedans. Donc le mental perceptif, par définition, est réflectif. C'est-à-dire qu'il n'est pas en capacité d'absorber la lumière dans sa globalité, donc l'information lumière dans sa globalité, d'où les diffractions, d'où les failles. Alors il y a des failles qui sont payantes lorsqu'on est en début de process, je dirais, de cette évolution du corps mental, et lorsqu'on commence à entamer le mental spiralant ou le mental inductif, c'est-à-dire qu'on reçoit une information qui est plus intuitive, plus induite que réflexive, et qui va fabriquer des structures mentales pour permettre justement à un ego, à une personnalité,
à une psyché de se sentir bien dans la matière, en tous les cas, de ce qu'il en comprend, sur le moment. Mmh. Lors des créateliers du jugement, je vous ai montré les fréquences sur lesquelles nous nous basons pour créer notre réalité, ou du moins pour percevoir notre réalité. On est très loin de la réalité, puisque la bande de fréquences qu'on utilise par nos 5 sens sont par définition limitées. Donc, qu'est-ce qui nous permet justement de capter le reste? Ce qui nous permet de capter le reste, c'est le cerveau. Mais le cerveau est une entité physique, organique. Donc, c'est sa capacité à conscientiser les mouvements énergétiques qui se passent à l'intérieur d'un corps organique, sachant que c'est une conscience qui anime l'ensemble du corps physique, vital, émotionnel, mental, etc. Tous les corps. Mmh. Donc, c'est cette interface entre ce que nous sommes de toute éternité, chacun de nous, hein, et de ce que nous avons vécu, d'autre part. Là encore, il n'y a ni bien ni mal, c'est juste une histoire de conscientisation. Les fréquences s'élèvent au fur et à mesure de la conscientisation. C'est un processus. Certains vont choisir un processus évolutif actif, et d'autres vont avoir un processus évolutif passif, sachant que rien n'est vraiment passif, puisque c'est l'esprit qui pousse derrière. Alors, quand tu dis actif et passif, est-ce que tu peux développer un petit peu? Alors, le mouvement évolutionnaire passif, c'est-à-dire un peu, je vais prendre une image d'un banc de poissons, Mmh. hein, qui sont en groupe, font des mouvements en groupe, bien qu'ils soient individuels. Hein, le poisson, lui, est individuel, mais il est dans un banc. Donc, il va suivre le mouvement général. Lorsqu'il y a un prédateur qui se présente, il y en a quelques-uns qui se font attraper et les autres passent autour. C'est un peu le mode de défense qu'il y a. Donc, ce sont des suiveurs. On ne peut rien y changer puisque c'est un processus évolutif et ils sont dans une phase où ça leur convient. Ça convient à leur psyché, ça convient à leur personnalité et Mmh. quelque part, c'est rassurant. Et est-ce que Ça, et est-ce que ça amène peut-être plus de diffraction? Où on va dire: «C'est plus la faute des autres». oui, Et oui. oui, bon, ça peut être ma faute, mais ça va être plus la faute des autres. Alors le principe de la faute, c'est la faute des autres, c'est-à-dire, c'est typique d'une personnalité qui n'est pas encore arrivée à son retournement. Hein. Ça veut pas dire, ça n'exclut pas non plus que lorsqu'on est arrivé au mouvement interne, il n'y ait pas encore des mouvements de ce type-là qui nous arrivent à nous aussi. Le réflexe du mental, c'est de dire, c'est la faute des autres parce que, il n'est pas en capacité d'absorber la lumière qui est très dérangeante à ce moment-là, de l'information qui circule à ce moment-là. Donc effectivement, il y a une diffraction. Mais cette diffraction, c'est des énergies qui partent, qui ne sont plus à disposition des corps de l'individu et qui vont faire des co-créations. Et ce D'où le monde astral. et ce qui est, assez troublant dans ce que tu dis, c'est que donc s'il y a, quelqu'un qui est, en diffraction, hein, parce que voilà, il supporte pas sa propre lumière, donc diffracte, mais qu'en face de lui, il y a quelqu'un qui est dans le processus. Donc ce quelqu'un est dans le processus voit la diffraction. Et c'est là qu'on se dit: «Waouh, mais OK, la personne diffracte, tu ne peux pas te permettre vraiment de lui dire directement parce que ça peut être encore plus compliqué, on va avoir plus de frontal». Mais ce qu'il y a, c'est que toi, ta propre énergie, là, tu arrives comme si c'était dans une tornade et comment, en fait, tu dois te placer parce que c'est fatigant. Et il m'est arrivé une expérience aussi, à un repas de famille où, après avoir fait le jugement, eh bien, en rentrant, le lendemain, j'étais malade. Mais je me suis dit: «C'est pas possible, rester», on était quoi? 5 heures? Mais je me dis: «Waouh, qu'est-ce qui m'arrive? C'est nouveau, c'était pas prévu». Et donc, on a quand même ce côté humain où on se dit: «Bah, mince», et on est en proie au doute. Et ça, on en parlera après parce que j'ai des questions par rapport au doute, mais vraiment par rapport à comment se placer finalement, parce qu'on en souffre. Oui, tout à fait. Tout à fait. De toute façon, la souffrance est je dirais,
le point où on sait qu'il y a quelque chose qui Pareil. n'est pas aligné, tout simplement. La souffrance est aussi un moteur, peut être un moteur. Alors, il ne s'agit pas de rester là-dessus dans une énergie de souffrance et de rester dans cette souffrance, au même titre que, je dirais l'exemple, si on est resté 5 heures au soleil sans prendre de précautions, ben, on va le sentir dans notre épiderme. D'accord? Ça va Mm. nous faire souffrir. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un baume, à tout le moins, si on a de quoi faire. Mais est-ce que la solution n'aurait pas été de faire attention à ne pas rester 5 heures au soleil? Ça, c'est le côté préventif. Ou du moins, quand on va au soleil, faire en sorte de se protéger. Hein, on se protège des rayons du soleil, comme on se protège des vibrations, de certains de nos compatriotes, en ne rentrant pas, en ne se laissant pas embarquer. Mais est-ce que c'est possible? Pas toujours. Pas toujours, puisque ça réveille en nous nos propres failles. Donc quelque part, c'est un processus aussi évolutif. Il s'agit d'observer qu'est-ce qui se passe en nous. Je suis malade, OK. Ne pas toujours le mettre sur les interférents non plus, hein, parce que, je veux dire, à parler que d'interférents, on finit par focaliser dessus et quelque part, je dirais qu'on donne notre accord Mm. à co-créer. Donc il y a aussi là, un équilibre à trouver entre OK, ça m'appartient et ça ne m'appartient pas et de faire le tri une fois qu'on est rentré. C'est pas toujours facile, hein. De toute façon, ce chemin évolutif n'est pas un chemin facile. C'est un chemin extrêmement éprouvant, mais d'un autre côté, ce côté éprouvant, une fois que la résonance n'est plus en nous, nous permet justement d'absorber plus de lumière, d'absorber plus d'informations, plus rapidement. Tout le processus évolutif, c'est de nous débarrasser de nos mémoires, qui sont des résonances, hein. Mm. Donc chaque fois que j'ai une résonance, OK, je l'observe, qu'est-ce que ça me fait? Dans quel corps ça tape? En fait, faire un bilan le soir de ce qui s'est passé dans la journée. Et quand tu parles des corps, justement, Mmh. euh, c'est vrai que voilà, quand on est dans le processus du développement personnel, dans les processus d'apprentissage, hein, comme moi par exemple dans l'Ayurveda ou dans le yoga, on va parler des différents corps. Est-ce que tu peux nous donner voilà, pour chaque plan, comme des petits mots-clés, comme s'il y avait un enfant en face de toi à expliquer ces différents corps, pour qu'on puisse avoir ce déclic de se dire, OK, ça nous fait mal. On pense que c'est dans notre corps physique, mais là, finalement, c'est le corps émotionnel. Et donc, c'est différents processus, parce que c'est vrai que, eh bien, des fois, on est avec notre ego, notre enfant qui est oublié, et c'est à nous, en tant que parents, de lui parler intérieurement, et on ne sait pas toujours trouver les mots forcément. Oui, c'est sûr. Donc là, tout dépendra de la conscientisation qu'on a, c'est toujours pareil. Sur, si le corps physique, on pourra dire que c'est le dernier. C'est le tout dernier véhicule enfin le tout dernier corps qui va recevoir ce que les autres n'ont pas traité avant. Il y a une sorte de hiérarchie, on va dire, une hiérarchie fréquentielle où tous les corps font en sorte qu'il y ait une information déjà descendante. Donc si on a diffracté au niveau mental, nous savons tous que ça nous entraîne notre corps émotionnel. On va avoir un ressentiment, on peut avoir, de la tristesse, on peut avoir tout Mhm. toutes les émotions qu'on connaît, toute la gamme des émotions qu'on connaît. Mais en fait, l'origine, c'est le corps mental. Ou, l'origine au-dessus, c'est encore une entrée énergétique dans un système qui est un système complexe, qui est le système du corps humain. Mais ça rentre aussi en relation avec le corps vital. On peut avoir des manifestations physiques lorsque les autres corps n'ont pas réussi à traiter l'information. Et ça va même de plus en plus vite, parce que des fois, moi par exemple, maintenant je le vois, c'est très rapide, alors qu'avant, j'accumulais, toujours avec ces pensées, j'accumulais, mais maintenant, des fois, c'est une fraction de seconde. Et ce qu'il y a, c'est que finalement, on est complètement largué, on ne sait même pas quel corps a été touché, parce qu'on a tout de suite dans le corps physique. Alors justement, lorsque c'est justement le corps physique, c'est le dernier rempart,
c'est lui qui va nous donner le plus de renseignements possible. Ça veut dire qu'on rentre un peu plus dans nos ressentis aussi. Ok. Quelque part, tout le reste, c'est des sphères plus subtiles, hein, même si elles sont, je veux dire, dans le corps incarné. Elles vont traiter de l'information, et lorsque c'est le corps physique qui la traite, ben là, on peut pas y échapper. Je veux dire, là, c'est conscientisé directement, parce qu'on va avoir mal quelque part, ou ça va nous chauffer énormément, ou on va avoir froid, on va avoir des frissons, etc., etc. Toutes sortes, toute une gamme de, de réactions, je dirais, corporelles, qui vont se mettre en place. Le souci, c'est est-ce que nous devons absolument mettre quelque chose dessus, Mm. ou rester tranquille et dire, bon, ok, j'observe, le corps fonctionne comme ça, je sais maintenant que c'est le dernier rempart, et il y a une intelligence corporelle qui va traiter l'information. Une fois qu'il l'aura traité, ça se passera plus moins nous intervenons dans le processus, je veux dire par le mental ou par l'émotionnel, plus vite il va pouvoir se rétablir. Et là, on arrive dans le processus des pensées, parce qu'à un moment donné, eh bien, les pensées arrivent. Hmm. Alors, qu'est-ce que les pensées? Alors, pour moi, les pensées sont des communications télépathiques. C'est-à-dire qu'il y a une information, on baigne dans un champ informationnel, et les informations peuvent très bien venir de l'oblical, comme je dirais, comme elles peuvent venir de notre esprit qui veut essayer de nous confronter. Hein, l'esprit est là pour nous confronter aussi et pour nous créer de l'événementiel. C'est peut-être lui qui l'a créé. Mais Mm. si je mentalise trop à ce moment-là, je vais donner des interprétations. Et ces interprétations vont se baser sur quoi? Elles vont se baser sur mon vécu, sur mon transgénérationnel, sur ma mémoire. Donc la question que je vais me poser tout de suite derrière, c'est est-ce que ça a fait résonner quelque chose? Ou est-ce que c'est mon esprit qui m'a confronté pour que moi, à mon tour, je le confronte avec le feu? Ah, d'accord, ouais. C'est pas si évident que ça. C'est un peu, on apprend à marcher, quoi, en fait, hein. C'est On ça. sort à peine de l'involution, on parle beaucoup du supramental, et ceux qui y sont, ne sont pas au bout du supramental non plus. Chacun de nous est au début, hein. L'intelligence, le principe de l'intelligence n'est pas sur la planète, c'est une forme de cohérence cosmique, hein, c'est une intelligence cosmique, c'est une réalité, et qui va être confrontée à un perceptif. Donc un inductif qui va rentrer en collision avec un perceptif. Mais pourquoi il rentre en collision? Il ne rentre pas forcément en collision. C'est que tout simplement, il va s'installer parce que les temps sont venus pour qu'il s'installe. Mais comme tout ce qui est nouveau, on va se heurter à notre résistance au changement. Mm. Et quand tu dis perceptif, est-ce qu'on peut employer aussi le mot créatif en synonyme? Oui, alors le mental perceptif, pour moi, c'est un mental qui est basé sur de la mémoire. Ok, Donc, par définition, il n'est pas créatif, justement. ok. L'impulsion dont on a parlé, elle est créative. Mais elle est créative à partir du moment où nous avons suffisamment mis en cohérence notre mental perceptif pour laisser la place au mental inductif. C'est-à-dire que c'est lui qui pilote à partir de maintenant, et c'est lui qui est créatif en fait. Alors évidemment, il a besoin du mental perceptif pour le Mhm. mettre, pour le mettre dans la matière. Hein, si je mets rien, si je ne peins pas mon tableau, il ne se fera pas parce que mon esprit a envie de s'exprimer. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant dans ce que tu dis, et peut-être qu'en fait, ça va effacer, comme dit, une mémoire, ou je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, je te le dis. J'ai déjà entendu de ma part, hein, pour ceux qui me connaissent beaucoup, que je suis très créative. Et que le fait d'être très créative, tellement créative, c'est que quand il y arrive quelque chose, c'est que je mets des mots sur chaque mot ou sur tous les mots. Donc, est-ce que finalement, la créativité, quand on va la mettre sur des mots, M-A-U-X, ne va pas être finalement en fait en ma défaveur parce que hein, on a le créatif, le côté féminin, on va le mettre dans la matière, c'est le côté masculin, mais est-ce qu'à un moment donné, eh ben, on s'y perd pas? Parce que des fois, j'ai trop de mots, il y a trop de paroles,
et ma créativité est tellement débordante que je vais me définir par certaines catégories parce que je vais me trouver bizarre, je vais dire, je pense différemment, alors que c'est simplement que j'ai un schéma enfin, un schéma d'être qui est différent des autres, mais parce que j'ai voilà, des genres de cases, des petites choses subtiles qui sont là, et ce côté créatif qui fait qu'en fait, ça peut jouer en ma défaveur. Et finalement, comment être dans le juste milieu, Ben, l'équilibre du féminin et du masculin. alors, l'équilibre de ces manifestations, c'est de trouver déjà à calmer le jeu de ce qui vient en tant que créatif. Parce que ça, c'est de l'essence pure qui arrive et qui demande à être manifestée. D'accord? Donc, C'est très difficile, hein, parce que des fois, tu sais, ben, je me retrouve très frustrée. Hein, donc là, on a les émotions de la frustration qui arrivent, et on est impatient, et on se dit, mais mince, là, on a le TGV, là, il est juste là devant, il y a le TGV, et on a beau dire, on a beau se confronter avec l'esprit en disant stop, c'est comme si ça devenait vital, et c'est épuisant. Et là, le corps physique, en fait, arrive en fait au contraire de ce qu'il devrait, c'est il fait plus rien. alors, c'est souvent là le syndrome de l'imposteur qui pointe le bout du nez et du coup, il procrastine. Plutôt que de s'embarquer dans quelque chose qu'il a peur de ne pas gérer. Donc ça fait partie du processus. Petit à petit, toutes ces fréquences se mettent en cohérence. C'est du petit à petit, hein. On peut s'imaginer qu'il fait «Pouf, allez hop, l'esprit descend, clac, clac, c'est bon, je vais tout pouvoir faire, je vais me manifester dans la matière instantanément». Peut-être qu'un jour on y arrivera, hein, je ne dis pas, Mm. mais dans ce cas-là, on aura un corps, qui aura une émission différente, un hologramme différent. Donc on parlait de la sixième race, qui n'est pas du tout structurée de la même façon. Pourquoi? Beh, parce que les schémas de la cinquième race sont obsolètes et que c'est justement cette transition qui fait que, pour absorber plus de lumière, il faut un ADN un peu différent. Justement, par rapport à cinquième race et sixième race, j'avais écouté Bernard de Montréal, j'aime beaucoup. Oui. Et il disait, donc, l'homme supramental ne pense pas. Non. Avec la méditation, alors ça c'est quelque chose d'intéressant parce que dans les enseignements que j'avais reçus, maintenant c'est plutôt des instructions que je reçois directement, l'homme tend à se rassasier, à ralentir, à donner des pulsations du corps astral pour sentir les pulsations du corps mental. Alors là, ça m'a, waouh, fait poser des questions. Ça aide l'homme dans la voie, mais c'est une méthode de relaxation. Mmh. Alors quand tu es là à donner des instructions, et que tu vas par exemple faire un cours de yoga ou autre, et que tu as cette donnée qui t'arrive, tu te dis, il y a tous tes fondements qui s'effondrent finalement, d'abord au début. Et puis, il dit, pour l'esprit de l'homme, pour l'esprit, l'homme a besoin d'une instruction précise du phénomène de la pensée. Donc on revient toujours à nos 4 points clés, hein, de la pensée. Et la cinquième race s'occupe de sa vie, donc la matérialité. C'est vrai que souvent je dis on est un être spirituel venu faire de l'expérience de la matière, et finalement c'est là qu'on se pose, mais quelle matière finalement? Est-ce que Alors je c'est c'est de la matière, là, hein, maison, voyage, toutes ces choses-là, c'est quelle matière? Et la sixième, elle est là pour être en harmonie avec elle-même. Et donc, ça m'est arrivé d'avoir le doute de moi. Et mmh, alors, c'est ça un processus justement entre la cinquième et la sixième. Voilà un petit peu ce qui s'en est là-dessus. voilà. Alors effectivement, si je résume un petit peu, on va mettre ça un petit peu, plus concrètement. Mm. C'est que la pensée est créatrice, mais effectivement, l'être supramental n'a pas de pensée parce qu'il a la science infuse. D'accord? Il peut pas penser. Il peut pas penser parce que les instructions lui arrivent directement. Donc, en fonction des questionnements qu'il peut poser lui-même, il va avoir la réponse de son esprit et non pas, des constructions mentales ou des co-créations qui lui suggèrent quelque chose. Les fameux souffleurs ou les
Les chuchoteurs de Castaneda sont omniprésents autour de nous. Donc quelqu'un qui est centrique, donc on va revenir à la centricité, quand quelqu'un est centrique, ben, il va s'apprivoiser de plus en plus ce nouvel état d'être, qui est un ancien état d'être qu'il retrouve. Hein. Donc dans la descente de la matière, il y a une diffraction, effectivement, le but étant d'aller récupérer les énergies qui ont été diffractées. Parce que quelque part, elles ont servi à une co-création. Donc ce monde astral dont on parle, ce sont des co-créations. Ce sont des co-créations dont il convient d'aller récupérer notre énergie fréquentielle qui a été diffractée lors de notre descente dans la matière, en tant qu'esprit pur. D'accord? Le véhicule qui nous a servi à expérimenter la matière étant l'âme, c'est un véhicule qui, à l'origine, aurait dû être simplement fait pour ça, expérimenter quelque chose. Sauf qu'il s'est pris à son propre jeu et qu'il a commencé à aimer la matière par-delà ce qui était expérimental. Donc il voulait poursuivre l'expérimentation. L'esprit n'était pas là pour expérimenter, il était là pour retirer l'essence de l'expérimentation. C'est ce qu'il est en train de faire. Au fur et à mesure qu'on avance dans nos propres évolutions, dans nos propres perceptions, dans nos propres compréhensions. Donc ça fait appel à plusieurs corps. Hein. Si on se pose en nous, à l'intérieur de nous, on a la réponse. Et là, ça demande un système de cohérence. Le système de cohérence passera forcément par le cœur. Le cœur passe pas l'organe seulement, mais le cœur du cœur, qui est un système de mise en cohérence d'énergie qui sont un peu, on va dire, comme un puzzle. Nous n'avons pas la vision globale du tableau, pour la bonne et simple raison, c'est que nos pièces sont un peu éparses. Le principe du cœur, c'est-à-dire que si je ne passe pas par mon cœur, je ne vais pas avoir l'énergie nécessaire pour mettre en cohérence des fréquences qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas hiérarchisées. J'entends par hiérarchisées, si je mélangeais les couleurs, ça n'aurait plus aucun sens. En termes de fréquence. Hein. Mm. On a vu que la fréquence rouge a une longueur d'onde qui est à peu près comme ça, et que celle qui est tout en haut, la violette, c'est déjà ça. Hein. Il y a quand même 64 fois plus de vitesse, je dirais, que celle du chakra base. Quand on parle de chakra, on parle de roue d'énergie. Hein. Mm-hmm. Par contre, tout ça, c'est dans le même alignement. Il y a une hiérarchisation de fréquences, mais le faisceau fréquentiel, il est individualisé. Et c'est cette individualisation qu'on nous demande de faire de façon à ce qu'on redevienne cohérent avec nous-mêmes. Tout simplement. Et là, il faut de l'amour. Bon, la lèvre de l'amour a déjà été posée il y a très longtemps, enfin il y a 2000 ans, on va dire. Et ce cheminement a permis à la cinquième race de ne pas s'auto-saborder. Hein. D'où l'intérêt des religions, d'où l'intérêt pendant cette période involutive, où on était confronté à quelque chose qui n'était pas encore assimilé, qui est l'amour de soi et l'amour de son prochain, les deux. On est toujours dans un mouvement yin-yang. Hein. Mm. Si je m'aime moi, c'est pas que je suis égoïste, mais si je ne m'aime pas moi suffisamment, comment je vais passer l'amour à quelqu'un d'autre? Comment je vais pouvoir rentrer dans son onde si moi-même je ne sais pas comment je fonctionne? Il faut déjà que je sache comment je fonctionne avant d'aller vers l'autre. Des fois, on est quand même beaucoup plus à s'occuper des autres que s'occuper de soi-même. Alors, est-ce que c'est finalement vraiment le principe de l'amour ou c'est plutôt le principe de la reconnaissance? Alors, ça peut être les deux. Hein. De toute façon, ça peut être les deux. C'est assez subtil. Mais ce qu'il y a, c'est que cette énergie qui émane de nous va automatiquement mettre en cohérence les autres principes, à condition que nous-mêmes soyons cohérents avec nous-mêmes. D'accord? Donc, je dirais que c'est à nous de chercher notre niveau de cohérence. C'est là que, excuse-moi, c'est là finalement alors que rentre le principe de l'intelligence? Alors justement, là, c'est de l'intelligence du cœur, parce que là, on va coupler deux énergies, une énergie yang et une énergie yin. L'intelligence est yang, hein, et l'intelligence du cœur a plutôt tendance à être yin. Mm. D'accord? L'amour, c'est yin. Hein. C'est le principe de cohérence, c'est yin. Il va prendre une globalité pour la mettre en cohérence. Mais il va falloir le principe yin
dessus pour que ça soit individualisé, que le faisceau soit centrique. Sinon, ça va donner quelque chose de trop dispersé. Et quand c'est dispersé, il y a des vides à l'intérieur et c'est là qu'on rentre les fréquences qui ne sont pas les nôtres.